Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Miaka mingi mzigo kwetu haujalipa, hakuna badiliko, inaonekana kazi bure. Viongozi hatuna na nchi imekufa, ni kama tuosha bata, salara tujapata vile vile. Oh, acha nipongeze TGKP kwa msaada nayoleta. Tomshane TV, nous vous disons encore bonjour ou bonsoir, peut-être bon après-midi, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous savons que vous êtes beaucoup de par le monde à nous suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Tomshane TV va vous faire pourquoi un cours de géopolitique? Parce que nous avons un grand invité avec nous. Nous avons un grand invité, quand je parle d'un grand invité, donc il va nous faire le cours aujourd'hui. Qui va nous faire ce cours? Il se nomme Dr Doudou Mirefou. Doudou Mirefou, beaucoup le connaissent déjà parmi vous, surtout nos amis de la Zambie. Je sais que là-bas, vous l'avez connu parce qu'il fit à l'ambassade des Zambie, l'ambassade congolaise des Zambie pendant longtemps. Dr Doudou Mirefou est analyste politique. Il est non seulement analyste politique, mais lui-même encore est un grand entrepreneur et c'est un coach en entrepreneuriat. Quand je vous dis que nous allons parler aujourd'hui de la géopolitique, nous allons aussi parler de l'économie, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce que l'entrepreneuriat fait partie des stratégies et des systèmes qui doivent être développés au Congo parce que pour bien intégrer l'East African Community et les autres communautés dont il est membre. Le docteur Doudou Mirefou aussi préside les réseaux des coopératives ici en Afrique et même au Congo. Il va nous en parler aujourd'hui tout au long de cette émission. Chers amis de Tomshane TV, nous vous disons encore merci d'être fidèles et de bien vous caler dans vos fauteuils parce que nous allons aller en auditoire. Pourquoi en auditoire? Ça, je vous l'assure, vous ne serez pas déçus parce que c'est un cours que nous allons suivre, un cours de géopolitique. Moi, je ne peux pas trop dire parce que moi aussi, je veux suivre le cours avec vous. Je ne veux pas être en retard dans l'auditoire. Donc, calez-vous, vous qui êtes déjà. Moi aussi, je me dirige vers notre auditoire pour aller à la rencontre du docteur Doudou Mirefou. Merci. Moi, c'est docteur Doudou Mirefou. Je suis expert, je suis analyste politique, mais je suis surtout entrepreneur et coach des entrepreneurs. Et je suis un ancien de l'ambassade de la RDC à Lusaka aussi. Donc, c'est sur base de ce background-là que j'ai écrit un livre intitulé La diplomatie communautaire, une approche efficace pour la paix et le développement, où j'ai travaillé sur les communautés économiques régionales en Afrique et ailleurs, et aussi sur les rôles que chaque citoyen peut jouer comme acteur du développement, comme acteur de la vie sociale et de la vie de son pays, sans pouvoir être nécessairement politicien, mais en tant qu'acteur de changement. Et en parlant des acteurs et de la politique en général, parce que vous nous avez entendu que vous êtes analyste politique, nous aimerions parler de la politique, que vous nous parliez de la politique régionale, ici chez nous au Congo. Nous avons appris que la RDC est maintenant membre de l'East African Community. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par East African Community, la RDC y adhérer? Qu'est-ce qui peut faire que la RDC y adhère? Bon, il faut comprendre que l'East African Community, c'est l'une des communautés économiques régionales, les CR comme on les appelle, et qu'il y en a d'autres. Il y a la SADC au sud, il y a le CAC au centre, pour l'Afrique centrale, il y a l'IGAD au nord, et il y a l'East African Community EAC à l'est de l'Afrique. Alors, il y a aussi l'ECOWAS, il y a l'ECOWAS à l'ouest, où il y a les pays Nigeria et consorts. Maintenant, ces regroupements régionaux-là, ou ces communautés économiques régionales, sont censés servir comme une stratégie d'intégration économique de l'Afrique. Et c'est à partir de là qu'on devait construire la zone de libre-échange continentale. Et bien sûr qu'il y avait des zones économiques régionales dans chaque région pour essayer d'expérimenter cette zone économique africaine ou continentale qu'on appelle les ZLECAf. Alors le processus avait beaucoup avancé depuis les années 2001 avec le sommet d'Abuja. 2007, on avait vraiment formalisé qu'on passe par ces communautés économiques régionales. Ça, c'est les experts de l'Union africaine, les diplomates qui avaient travaillé. J'ai eu la chance d'assister à ces réunions-là à Lusaka. Et
il faut retenir, il faut vraiment souligner que la RDC fait partie de presque toutes ces communautés-là, excepté le COAS et l'IGAD. Mais l'IGAD, la RDC en influence beaucoup parce que c'est une région qui dépend du fleuve Nil, et le fleuve Nil est alimenté par les cours d'eau qui viennent de la RDC, donc vous voyez que ça fait encore une grande influence. Alors, dans tout ça, il y a un problème majeur. C'est le problème qu'on a appelé la question des overlapping membership, c'est-à-dire la question où vous retrouvez un pays est membre de plusieurs organisations à la fois, de plusieurs communautés à la fois. Parce qu'en parlant de tout ça, je ne vais pas parler du COMESA, par exemple. Le COMESA, c'est le marché commun, vraiment un des pionniers de l'expérimentation des zones de libre-échange, le marché commun de l'Afrique australe et orientale. Et là, vous trouvez les pays comme l'Égypte, qui est vraiment au nord, mais qui est membre des COMESA, et le pays comme l'Afrique du Sud, qui est aussi membre, et la RDC qui est membre, la Tanzanie, tout ça. Et vous trouvez le pays comme la Tanzanie qui est membre de l'East African Community et qui est aussi dans la SADC. La RDC est aussi un peu partout. Alors, la question fondamentale, c'est celle de savoir, sachant qu'il y a des contributions, et les contributions, c'est au prorata de la taille de la population. C'est-à-dire que la RDC est censée contribuer plus que la Zambie, plus que le Burundi ou n'importe quel autre pays, parce que nous, c'est 100 millions d'habitants de la population, tandis que les pays comme le Burundi ou la Tanzanie, c'est moins de 50 millions pour la Tanzanie. Le Burundi, c'est même moins que 20 millions. Alors, c'est-à-dire que concrètement, la RDC va payer des contributions de l'ordre de 5 fois que le Burundi. Mais quand vous regardez les programmes qui sont mis en place par les communautés économiques régionales, il y en a rarement en RDC. La RDC contribue plus et gagne moins en termes de projets et de... Quand vous allez au siège, vous allez trouver qu'il y a rarement des Congolais qui travaillent là-bas. Ce qui veut dire que la RDC contribue, mais ne tire pas les dividendes de ces contributions en termes de projets, en termes de salaire. Et comme le siège n'est pas en RDC, toutes les dépenses se font ailleurs. Ça, c'est une des questions que les diplomates congolais soulevaient souvent dans des réunions. Alors, qu'est-ce que la RDC gagne? Je dis ça pourquoi? Parce que ça, c'est une question de souveraineté, c'est une question de constitution. Vous savez que l'article 215 de notre constitution dit que nous pouvons entrer en traité avec d'autres pays, mais quand nous signons des traités comme ça, et qu'ils sont promulgués déjà chez nous, vous connaissez la voie pour promulguer un traité, pour qu'il entre en vigueur, il y en a 3 ou 4, parce que je l'ai dit, je souligne ces voies-là d'entrée en vigueur des traités, parce que c'est important, parce qu'il y en a qui vont dépendre exclusivement de nous. Par exemple, si on attend que notre chef d'État ratifie, il peut être lié par l'article 216-217 de la Constitution, et je vais en parler. Mais il peut arriver aussi qu'un traité prévoit qu'il va entrer en vigueur lorsqu'un certain nombre de pays auront ratifié. À ce moment-là, que la RDC est ratifié ou pas, il va entrer en vigueur parce que le nombre est atteint. Il peut aussi arriver qu'un traité va entrer en vigueur si la date fixée arrive. Et la date, on ne sait pas l'arrêter. Donc, on sera obligé de se retrouver dans un traité comme ça, entrer en vigueur. Or, ça signifie un abandon d'une certaine partie de la souveraineté dans cette matière-là spécifique. Ce n'est pas abandon des territoires comme certains l'interprétaient dans des réseaux sociaux, mais c'est abandon d'une partie de la souveraineté, une partie de capacité à décider vous-même sur certaines questions de certains domaines. Alors, au moins, on a les mécanismes de sauvegarde et c'est là que nous sommes liés dans notre Constitution, et à savoir que nous sommes obligés de voir et de montrer que voilà, il y aura réciprocité dans les traitements, dans les avantages qu'on va tirer de ces traités-là ou de ces accords-là internationaux. Et dans les cas d'espèce, on parle de l'East African Community. Parce que l'article 216-217 dit que nous allons appliquer les traités à condition que les autres parties l'appliquent et à condition qu'il y ait des mesures de réciprocité, c'est-à-dire qu'on tire les mêmes avantages que les autres. Alors, c'est ça qui nous a amené à cette réflexion, c'est de savoir, sur le plan maintenant pratique, si nous prenons les chiffres, la RDC, c'est 100 millions d'habitants,
ça veut dire 100 millions de clients. Combien de clients nous allons trouver au Burundi? La RDC, c'est 90% des biens de première nécessité qui sont importés, tandis que nous, on ne produit que 10% localement. Ça veut dire que nous allons rester une économie extravertie, ça veut dire que nous allons rester des consommateurs de ce que les autres produisent. Or, quand vous êtes consommateur, c'est-à-dire que vous amenez les devises vers les autres. Et ça veut dire que cela influence votre monnaie, et avec une monnaie instable, une monnaie qui dépend qui est au service des autres, ça veut dire que vous n'avez pas d'économie stable, vous n'avez pas la stabilité des prix, et vous voyez ce que ça veut dire finalement si les citoyens lambda qui vendent les tomates à la rue. Parce que si elle a acheté les tomates hier à 5 000 francs, et que 5 000 francs c'était 2 $, et qu'elle se réveille demain, que 5 000 francs devient 4,8 $, c'est qu'elle a déjà perdu 0,2 $ juste dans la maison, sans avoir fait quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut espérer aller de l'avant? Donc ça, ce sont les questions fondamentales sur lesquelles on raisonne par rapport à l'East African Community et par rapport à cette adhésion multiple qu'on a nommée Overlapping Membership. Alors les solutions existent. Les solutions, elles sont constitutionnelles. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, de beaucoup imaginer, d'être savant. Il suffit de lire notre constitution et ce n'est que 3-4 articles et on a déjà une voie de solution parce que déjà les conditions sont imposées par la constitution. Or, vous savez que si on viole notre constitution, c'est une infraction qui est imprescriptible. C'est-à-dire que si vous êtes président aujourd'hui ou premier ministre ou quiconque, vous violez, bon, on peut vous juger même après votre mort. Il n'y a pas de problème. L'infraction va demeurer jusqu'à ce que vous soyez jugé. Alors ça, c'est une grande partie de la réflexion par rapport à ça. Et donc les solutions sont là, dans la Constitution, dans les textes. Mais aussi, les solutions sont aussi dans la préparation et dans les précédents de l'adhésion dans d'autres organisations. Par exemple, à la SADC. La SADC avait lancé sa zone de libre-échange, je crois, en 2007 ou en 2008. Et là, la RDC avait signé sous réserve. Donc, c'est un précédent, c'est un modèle, c'est quelque chose qu'on peut encore faire avec l'East African Community. On peut signer les traités, on peut adhérer à la zone de libre-échange, mais sous réserve. Cette réserve-là peut nous donner une période qui va nous permettre de nous préparer afin d'être en mesure de tirer les mêmes avantages que les autres, conformément à ce que notre Constitution exige à son article 216, 217 et peut-être 218, on parle, je n'ai pas dit ça le matin, mais au moins, c'est ça les repères. Alors, par rapport à la souveraineté, vous savez que la souveraineté appartient au peuple. Ça, c'est notre Constitution qui le dit. Et cette souveraineté-là, elle est de tous les domaines. Parce que quand on en parle, certains voient souvent la souveraineté politique. On élit nos dirigeants, on est libre, on a la démocratie, on a tout ça. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la souveraineté. La souveraineté est dans tous les domaines, notamment dans les domaines qui touchent à votre vie quotidienne. Par exemple, la capacité à vous nourrir vous-même. Or, je viens de dire que 90% des biens de consommation sont importés. Alors, cette souveraineté-là, elle est où? Lorsque pour manger, il faut que les riz viennent de la Tanzanie, que la farine vienne de la Zambie si vous êtes au Katanga, ou que les riz viennent de Singapour. Il faut, encore une fois, que nous ayons le temps et que nous ayons comme priorité la capacité à pouvoir changer notre système économique pour pouvoir nous donner cette souveraineté-là dans toutes les matières. Et c'est là, encore une fois, le rôle des politiques et le rôle des privés. Parce que si la souveraineté appartient à la population, ça veut dire qu'elle appartient à vous et moi, ça veut dire que c'est vous et moi qui devons être souverains pour que notre État tout entier soit souverain, pour que le chef de l'État ait cette souveraineté-là en main, cette force-là. Ça veut dire que nous, on devrait être en mesure de nous imposer en tant qu'opérateur économique, en tant qu'entrepreneur dans la région, devant nos voisins, par nos produits. Or, qu'est-ce que nous produisons? Et comment nous les produisons? Moi, je sais que les 10% des biens qui sont produits localement, je parle des biens de première nécessité, de consommation, je ne parle pas des minerais, ça sont des biens d'exportation que nous, on n'utilise pas localement, on ne transforme pas, on n'en fait rien. On ne fait que vendre. Alors, ces 10%-là des biens qu'on produit, convertissez ça en 100%, vous allez trouver que 90% est produit par les organisations paysannes et les coopératives.
Et cela nous renvoie à, selon les statistiques de la Banque centrale, autour de 39% de notre PIB, le produit intérieur brut de la RDC, est composé de 39% statistiques de la Banque centrale. Selon nous, c'est un peu plus. Je dis selon nous parce que moi, je préside la Confédération des coopératives et le réseau des coopératives d'Afrique centrale, COP Congo en RDC et l'Afrique francophone. Alors, selon nous, ça dépasse un peu les 40%. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour que vous puissiez voir l'importance de notre souveraineté par rapport à l'article 1er de notre Constitution. Parce que tout part du modèle économique, tout part du système. On ne peut pas aller jouer un match de football dans un terrain de basketball et espérer appliquer les règles de football, espérer marquer par les pieds avec des poteaux de basketball. Vous voyez que c'est difficile. Or, c'est ce que nous semblons faire parce que nous sommes dans un système constitutionnel qui impose un modèle économique social. Nous acceptons bien sûr l'économie des marchés, mais l'économie des marchés ne veut pas dire nécessairement capitalisme, parce que le capitalisme, c'est notamment mettre le capital en avant de toute autre chose. Oui, les libres marchés, oui, mais aussi d'autres facteurs. Ce n'est pas seulement le seul facteur. Alors, il y a des modèles économiques comme ça qui ne sont ni socialisme, ni capitalisme, ni communisme, qui sont des modèles sociaux. Et vous entendez souvent, on parle maintenant de l'économie sociale et solidaire, mais ce sont des innovations qui viennent maintenant. Il existe des modèles économiques qui sont sociaux ou sociaux, mais qui existent depuis les années 1700, je crois, 1778, 79, c'est alors qu'on avait fait la charte des coopératives. Et ça a prouvé ses preuves partout. Par exemple, tous les pays de l'East African Community, ou même de la SADC, et même de l'ECOWAS, par exemple le Nigeria, vous allez trouver, aller en Égypte par exemple, c'est un pays de l'IGAD, mais vous trouverez que 30% de la main-d'œuvre, des travailleurs, de la population active est employée par le gouvernement, mais 40% est employé par les coopératives en Égypte. Donc les coopératives emploient plus les gens que le gouvernement lui-même. Tandis qu'ici chez nous, le gouvernement est le premier employeur. Le gouvernement est autour de 70% des employés du pays et on sait bien sûr que la population est au chômage à près de 90%. Alors, si on regarde cette question-là de la souveraineté, on doit vraiment l'allier à la souveraineté économique. Et la souveraineté économique nous vient par l'entrepreneuriat et par le modèle économique, parce qu'il faut produire, parce qu'il faut être autonome, parce qu'il faut être en mesure d'organiser des chaînes de valeur. Et les chaînes de valeur là partent de la production, de la transformation, de l'emballage, jusqu'à la consommation ou à la distribution. Maintenant, regardez l'importance de ce modèle économique, social qu'on a mis dans notre Constitution à l'article 1er. Et c'est très intéressant parce que c'est lié à la souveraineté. L'article 1er parle que nous sommes un État indépendant, souverain, social. Vous voyez que les constitutionnalistes et les constituants allient les trois parce qu'il a vu que c'est vraiment important. Tandis que dans la pratique, nous voulons faire les savants, nous voulons innover là où il ne fallait pas, alors que l'innovation, c'est une bonne chose là où il faut. Alors ça fait que nous perdons des repères, nous manquons des repères, nous violons notre constitution du jour au jour et par conséquent, nous manquons de fondements solides pour notre économie et pour notre souveraineté. Alors j'y reviens que c'est un modèle qui est adapté au passé, au présent et à l'avenir. Ça c'est le premier critère. Parce que dans le passé, ça a montré ses preuves. Je viens de citer quelques pays africains ici. Je peux vous citer les États-Unis et je vous dirai que c'est 40% du PIB américain qui ne dépend des coopératives. 40 ou 30, c'est la même chose en France et c'est presque la même chose en Chine. Ce sont des puissances, vous voyez. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi on ne peut pas capitaliser sur cela? Alors, sur le plan individuel ou personnel des entrepreneurs, si vous allez produire, il faut être sûr que la chaîne de valeur va être respectée et que vous serez en mesure de gagner. Sinon, nous avons des situations où nous produisons des choses que nous sommes obligés de vendre aux voisins qui viennent nous revendre des produits finis. Par conséquent, j'ai dit déjà que notre monnaie est au service des étrangers. Vous voyez, notre banque centrale est au service des étrangers parce que nous, on a beaucoup de devises qui nous viennent par les minéraux, mais
que les commerçants amènent à l'étranger pour acheter des choses. C'est ça que vous avez dit Et que la monnaie devient une marchandise. la monnaie, c'est une marchandise et ça devient une monnaie faible, une monnaie qui dépend de l'étranger et qui ne nous rapporte pas beaucoup, qui nous insécurise même économiquement, même nos ménages, parce que le prix est flottant chaque jour à cause de cet aléa-là du dollar. Alors, comment faire alors pour que les producteurs puissent consommer localement? Il faut lier les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Ça veut dire qu'il faut avoir des capitaux suffisants et il faut avoir des bons mécanismes de marketing et de distribution. Et ça, il n'y en a pas encore. La seule façon de l'avoir rapidement, c'est d'être en coopérative. Pourquoi? Parce qu'une coopérative, c'est vous qui êtes le propriétaire. Ça veut dire que là, vous résolvez le problème de capital. Parce que si nous sommes à 100 réunis ici et que nous avons besoin de 10 000 $, vous voyez, le poids que ça fait sur chacun de nous devient minime parce qu'il suffit que chacun de nous donne 100 $ et nous avons déjà le capital qu'il faut. Tandis que si on n'a pas des coopératives, ça veut dire que chacun de nous doit réunir 10 000 $ pour pouvoir faire la même activité et nous concurrencer entre nous et nous rabaisser ou nous faire chuter entre nous-mêmes. Alors ça, c'est déjà un atout sur le plan capital. Sur le plan marché, parce que le capital va résoudre le problème de production et de transformation. Maintenant, il faut accéder au marché, il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir faire consommer vos produits et il faut pouvoir convaincre les gens pour qu'ils les consomment, surtout que vous êtes nouveau sur le marché. C'est ça encore l'avantage d'une coopérative parce que vous allez vous retrouver à 100, c'est vous les propriétaires et je ne vois pas comment vous irez acheter au Rwanda ou au Centrafrique, ça dépend d'où vous êtes, ou peut-être en Zambie si vous êtes au Katanga, alors que vous êtes propriétaire d'une entreprise qui produit les mêmes produits. Ça ne peut pas se faire. Vous allez consommer vos propres produits. C'est que lorsqu'on produit en coopérative, on transforme en coopérative, on a en même temps le marché. Et le marché qui est fidèle, parce que la casse-tête pour chaque marketeur, pour chaque agent de marketing, ce n'est pas seulement de pouvoir amener le produit à être connu, à être acheté, mais aussi, surtout, il faut pouvoir fidéliser la clientèle. Donc, quand vous avez une coopérative, vous avez des clients qui sont fidèles parce qu'ils sont dans la maison. Vous voyez un peu comment notre constituant avait été assez intelligent pour mettre cette clause-là vraiment au premier article de la Constitution pour poser les modèles économiques qu'il faut. Et il a relayé avec l'article 34 de la Constitution qui parle de la propriété privée. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il a mis l'article 123 qui a montré qu'il faut qu'il y ait une loi qui réglemente cela. Et si on parle du problème de la loi, vous verrez que déjà l'OHADA nous a facilité les choses en menant les droits OHADA. Et le droit OHADA nous a donné une loi qu'on appelle l'ISCOP, l'acte uniforme sur les sociétés coopératives. Ça reste maintenant le problème d'appropriation, d'humilité, de sagesse, un problème de leadership pour pouvoir nous approprier et mettre en œuvre tous ces instruments-là, la Constitution, les lois OHADA, et ainsi que la capacité à travers nos fêtières. Nous avons par exemple la COP Congo, nous avons le RECAF, mais est-ce que le gouvernement est capable de collaborer avec ce genre de fêtières, des coopératives et des autres organisations, la FEC qui est là, pour pouvoir fédérer les idées, pour pouvoir fédérer les efforts et faire comme les autres font, parce que c'est ça aussi notre défaut. Nous sommes ancrés à faire souvent ce que tout le monde ne fait pas. Donc nous nous mettons nous-mêmes, nous transformons nous-mêmes en champ d'expérimentation des choses, et ça c'est toujours un grand risque. Essayons de faire des choses qui ont déjà prouvé qui ont déjà fait leurs preuves. Vous avez tantôt parlé de passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Est-ce que le fait d'être en coopérative répond à cette question? Oui, nécessairement, parce que vous voyez, une fois que vous êtes en coopérative, vous êtes une société, vous êtes enregistré, vous allez vous immatriculer, vous obtenez votre registre non, pas de commerce, un registre de sociétés coopératives que nous attendons que le gouvernement mette en place d'ailleurs. La loi, l'instruction du Premier ministre a été donnée en 2021, je crois, ou en 2020, mars 2020, je crois, par un décret. Et il a chargé les SNCOP pour qu'ils puissent les tenir. Nous attendons, je ne sais pas si c'est déjà signé, mais au moins, la dernière information que j'avais, ce n'était pas encore. Il fallait qu'il y ait un arrêté interministériel du ministre d'État du Développement rural et le ministre d'État des Finances pour
pouvoir mettre en œuvre cela, fixer les taux pour l'inscription. En attendant, les gens s'inscrivent dans différents ministères. Si vous êtes une coopérative agricole, vous allez dans la division de l'agriculture, c'est vraiment un désordre, ça ne va pas. Mais au moins, c'est ça que nous appelons le cadre juridique, le cadre légal des coopératives, qui pourrait permettre à ce que les gens sachent. Dans 2 minutes, il sera au guichet unique, qu'on a appelé chez nous registre des sociétés coopératives, RESCOP. Et à ce moment-là, vous avez déjà votre certificat, vous avez en même temps la personnalité juridique, parce que c'est ce que la loi OHADA prévoit. Et si vous êtes une coopérative qui va œuvrer dans un certain domaine, qui demande des certificats ou des autorisations, alors vous pouvez demander aussi ces autorisations-là, mais au moins vous avez déjà la personnalité juridique, vous êtes déjà sécurisé sur le plan juridique, vous êtes une entité légale à part entière, parce que là, ça vous sécurise. D'autant plus que ce que tout le monde cherche dans une société commerciale ou coopérative, c'est quoi? C'est pouvoir séparer vos biens privés de votre maison des biens qui font les affaires. En sorte que, en cas de faillite ou en cas de problème, parce que les affaires, ça comporte des risques, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne à la maison et qu'il attende lorsque vous êtes en train de regarder les matchs de Barcelone contre Real Madrid pour vous ravir votre télévision parce que vous avez une dette. Vous voyez, c'est une dette des affaires, ça va se terminer au bureau et vos histoires à la maison, vous êtes sécurisés. C'est ce qu'on cherche. Bon, ça c'est le premier palier. Le deuxième palier en termes de modèle économique, je parlais des sociétés coopératives, c'est cette capacité-là vraiment de vous mettre déjà dans le formel et aussi dans la solidarité qui vous permet d'accéder au marché, je l'ai expliqué avant, mais aussi d'accéder aux capitaux. Vous voyez, lorsque vous êtes déjà formel comme ça, vous pouvez maintenant aller à la banque, vous pouvez aller dans une autre coopérative et demander un crédit. Et là, vous voyez que vous avez des garanties collectives. Parce que pour aller demander un crédit, la banque va me demander de donner gage, ma maison peut-être. Je n'en ai pas, mais au moins en tant que groupe, il existe des crédits comme ça de groupe. Vous voyez, nous sommes ensemble, nous sommes membres d'une coopérative et on a plus de garanties ensemble. Et même s'il faut les réunir, ça ne pèse plus sur moi seul comme si j'étais seul. Ça pèse, si la garantie c'est 10 000 $, et ça pèse sur moi que 100 $, tu vois. Et pas tandis que 10 000 $ sur moi seul, sachant que 90% est au chômage, 90% de la population, connaissant les taux de pauvreté qui est de plus de 90% de la population, vous voyez que c'était difficile, voire impossible de faire de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que vous trouvez que, en tout cas, il n'y a que très peu de gens qui sont dans le business sur le plan formel. C'est à cause de ce genre de blocage, mais au moins quand on est en coopérative, ça vous permet vraiment de vous déverrouiller, de faire sauter les verrouilles de l'informel. Et une économie formelle devient une économie où même l'État peut prévoir maintenant le budget, parce que c'est que nous avons autant d'entreprises, ce sont les entreprises qui contribuent plus au budget. Et on peut prévoir maintenant, parce que pour le moment, les taux d'exécution de notre budget est autour de 60%. On parle maintenant de 16 milliards de $, mais le taux d'exécution sera de 60%, tout au plus 70%. Calculer, ça sera combien? Ça ne sera pas 16 millions, ça sera autour de 14 millions ou 13 milliards de $. Vous voyez, donc essayez de voir. Et vraiment, j'insiste sur le fait que nous avons besoin d'une économie formelle. Et pour y aller, il n'y a pas de chemin. Il faut un modèle économique, un système économique qui est formel, qui est constitutionnel. Et ce système-là est à l'article 1er de notre Constitution. Il est accentué à l'article 34 et à l'article 123 de notre Constitution. Et pour terminer, vous avez tantôt parlé de l'importance de la route nationale numéro 5. Oui, c'est pour l'East African Community et pour toutes les autres communautés économiques régionales. C'est une route d'importance capitale parce qu'elle est l'unique qui relie le Caire au Cap, l'Égypte à l'Afrique du Sud. Et ça, c'est la route qui nous permet donc de faire transporter les marchandises. Et si nous voulons faire les trains, de l'endosser à une ligne de chemin de fer à côté pour abaisser les coûts de transport des marchandises et de les faire circuler partout en Afrique. Parce que vraiment, c'est une route qui relie toute l'Afrique. Alors, sans cette route-là, le prix des marchandises hausse. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps à circuler. Avec cette route-là en marche, le prix des marchandises baisse un peu et le volume augmente
parce que les temps ou la période de transport d'une ville ou d'un pays à l'autre baisse sensiblement. Ça, c'est une route d'intégration par excellence. Et relié à ça, les autres corridors économiques, les corridors de Benguela, les corridors sud, les corridors nord, les corridors central, et vous trouverez que tout ça passe nécessairement à travers la RDC, notamment la route nationale numéro 5 et le chemin de fer de Lobito. Alors ça, c'est vraiment d'une importance capitale. Malheureusement, ce que nous regrettons, c'est de voir que c'est à travers, c'est le long de cette route-là qu'il y a plus de groupes armés. On se demande à qui ça profite. On se demande qui les finance, qui les envoie, qui les encourage à déstabiliser cette route-là. Parce que le temps devrait être maintenant à reconstruire cette route, à faire en sorte qu'elle soit sécurisée et que les gens circulent librement. Cela, c'est une condition sine qua non pour l'intégration économique de l'Afrique, c'est-à-dire pour l'indépendance économique de l'Afrique. Parce que nous avons l'indépendance politique, il nous faut nécessairement une indépendance économique. Ça a été la lutte de nos pères fondateurs depuis les années 60, les années de lutte pour les indépendances. Ça a toujours été notre lutte. C'est ça la lutte du sommet d'Abuja de 2001, j'en ai parlé. C'est ça la lutte pour tout le parcours de tout ce que nous parlons comme communauté économique régionale et ainsi de suite. C'est la volonté des Africains. Au niveau où nous en sommes, nous n'avons pas tous les dispositifs prêts pour pouvoir respecter la Constitution à son article 215 jusqu'à 217. C'est-à-dire que juridiquement, nous ne sommes pas prêts parce que nous ne savons pas prouver qu'une fois que nous y entrons, la réciprocité sera là, que nous allons tirer les mêmes avantages que les autres. Alors, vous allez me dire que non, ça va au moins nous permettre la libre circulation des personnes. Et pour les marchandises, on en a déjà débattu. Vous voyez qu'on n'en a pas. On n'a pas de marchandises à amener. Et les autres peuvent amener les marchandises, mais vous voyez que les routes ne sont pas en bon état. Vous voyez que la sécurité juridique n'est pas là parce que beaucoup de nos entrepreneurs sont encore dans l'informel. Et vous savez qu'avec la corruption qu'il y a et la mauvaise formation des personnels de l'État, ça pose encore problème. La question des taxes est là. Nous avons un bon régime des taxes quand on compare à d'autres pays, mais nous avons le problème de concussion où les agents censés récolter les taxes font parfois payer les mauvaises taxes, les taxes qu'il ne faut pas à la personne qu'il ne fallait pas. Ça fait une concussion et c'est tout ça qui crée des désordres. On dit ma taxe est naou ma case. Bon, en fait, les taux n'étaient pas aussi mauvais. L'assiette fiscale était bien définie, mais l'application par les agents de l'État n'est pas bonne. Il y a concussion, il y a fraude, il y a tout ça, il y a corruption, ainsi de suite. Il faut résoudre ces problèmes-là. Et surtout, il faut nous préparer, nous psychologiquement et mentalement, en tant qu'entrepreneurs, à être forts, à produire et à entrer en concurrence, dans le choc de concurrence avec les autres. Ça nous demande un peu de temps. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'on puisse faire comme on avait fait pour la SADC, c'est-à-dire signer et adhérer sous réserve. Pourquoi? Parce qu'en tant que membre fondateur de l'Union africaine ou de l'OUA, nous sommes en mauvaise posture pour refuser de signer ce genre de choses. Mais j'ai souligné la question de l'overlapping membership. Si nous allons contribuer à la SADC, nous allons contribuer au COMESA, à l'EAC, à la communauté centrafricaine, ainsi de suite, vous voyez que nous avons autant 5 contributions à faire pour les mêmes programmes qui seront exécutés. Ça devient très coûteux, ça devient exorbitant. Une solution intermédiaire et facile serait d'adhérer directement à la zone de libre-échange continentale, aux ZLECAf, d'autant plus que c'est ça l'aboutissement de toutes ces zones économiques sous-régionales, à travers la SADC, les East African Community, le COAS, ainsi de suite. Alors, au lieu d'aller par palier, on peut signer sous réserve, mais nous allons appliquer directement dans la zone de libre-échange continentale et prenons ces temps de préparation pour nous préparer nos entrepreneurs, revoir notre système économique sur les bonnes bases constitutionnelles et adapter nos programmes à cela. Sinon, je me dis que si quelqu'un saisissait la Cour constitutionnelle aujourd'hui pour vérifier la constitutionnalité des programmes économiques qui sont en application, il risquerait d'avoir gain de cause et qu'on risquerait d'invalider certains programmes qui sont en cours parce qu'ils ne sont pas alignés sur la Constitution. Donc c'est ça le travail que nous devons faire, c'est un travail de préparation. Nous en avons les moyens, nous avons une grande population, nous avons une bonne jeunesse très dynamique, et il nous faut une impulsion et l'impulsion peut aller seulement
à travers la bonne collaboration entre le gouvernement et les fêtières. Que le gouvernement collabore seulement avec la COP Congo et avec la FEC. Si on se met à table et qu'on discute, on peut remettre certaines choses en ligne, vous verrez que ça va aller mieux. Mais le problème, c'est que notre gouvernement écoute plus les injonctions qui viennent de l'étranger, de la Banque mondiale, le FMI, des partenaires étrangers, des multinationales, et on collabore très peu au niveau local. C'est ça qui nous affaiblit localement. Chers amis de Tomshani TV, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons vraiment été gâtés. Nous avons été dans une grande auditoire. Et l'auditoire n'était pas comble. Je sais que dans vos maisons et partout avec les amis, quand vous allez suivre cette émission, vous saurez que ça a vraiment été didactique. Didactique pourquoi? Parce que c'est une leçon de géopolitique que nous avons reçue aujourd'hui. C'est une interpellation aussi, tout a été dit, tout est dedans, avec Papa Doudou Mirefou. Je crois que tout le monde s'est retrouvé à la question qu'on s'est posée, pourquoi l'East African Community, qu'est-ce que le Congo va faire dans l'East African Community? Vous avez des réponses par rapport à ça. Est-ce que le Congo est prêt? Je crois que la réponse en conclusion a été non. Nous ne sommes pas prêts, nous sommes déjà dedans. Et avec ça, tout le monde doit être interpellé, tout le monde doit interpeller son prochain par rapport aux investissements que nous faisons au Congo. Nous avons appris aujourd'hui, dans notre grande auditoire, que le Congo a besoin de passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Le Congo, en tant qu'ayant un système économique social, ne doit pas continuer à se baser sur les économies privées, les investissements des capitaux, comme dans le capitalisme, mais plutôt doit beaucoup plus s'investir dans les coopératives. Parce qu'avec les coopératives, les pays se développent. Avec les coopératives, comme nous avons eu à l'entendre ici, avec les coopératives, les grands pays aujourd'hui au monde se focalisent plus sur les coopératives, mais pas comme chez nous au Congo, où nous avons l'habitude de toujours regarder vers l'État. Tout le monde veut être politicien, tout le monde veut être agent de l'État, parce que là on ne travaille pas, mais investissons-nous beaucoup plus dans l'agriculture, investissons-nous dans l'économie formelle. Avec ça, je crois que j'ai déjà tout dit, pas plus que notre invité de l'a dit. Et ce que je peux faire maintenant, c'est juste vous demander, si ça c'est la première fois que vous nous suivez, veuillez cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous aurez encore de prochaines émissions en ligne. Et si c'est la première fois encore, ou si vous avez l'habitude de nous suivre, veuillez liker notre chaîne et nous saurons encore suivre vos feedbacks et être en mesure de répondre à vos attentes prochainement. Papa Doudou, nous vous disons merci pour votre temps et cet auditoire que vous avez encore aujourd'hui nourri scientifiquement, géopolitiquement aussi. Oui, permettez-moi juste de lancer un dernier appel, et c'est faire attention à la fuite des cerveaux et à l'immigration de nos gènes. Parce que quand nous adhérons dans les communautés comme ça, avec la libre circulation, les gens ont tendance à aller là où il y a déjà des green pastures, comme on dit en anglais, là où la vie est déjà un peu plus facile que chez nous. Et ça aura pour conséquence de faire partir beaucoup de jeunes qui sont vraiment les piliers de l'économie, qui sont à peu près 70%, si on les combine avec les femmes, de notre population. Ça veut dire qu'on risque de perdre même les marchés, qui fait que les autres sont en train de nous convoiter, de vouloir venir chez nous, parce que si la population va aller ailleurs. Donc il y a ce risque-là aussi d'immigration. Nous formons les gens, c'est pour qu'ils servent le pays. Mais si les gens sont formés, nous avons autant, plus de 2 500 000 licenciés à travers le pays que nous formons comme ça à l'espace de 5 ans. Il ne faudrait pas qu'on les forme, que nos parents dépensent l'argent pour qu'ils aillent à l'étranger, pour qu'on reste avec les analphabètes qui seront chargés encore de faire enseigner, d'éduquer d'autres, et qui vont encore repartir, et que nous, on va au final manquer même des main-d'œuvre. Or, le monde où nous allons, c'est un monde qui sera très compétitif en matière de technologie, en matière d'innovation. Donc, il nous faut une jeunesse formée et fidélisée et qui est ancrée localement dans l'économie locale. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire beaucoup attention parce que l'adhésion à l'East African Community, parmi les motivations, c'était ça, qu'on va attirer des investisseurs, mais qu'on va être libre de circuler. Nous faisons transiter les marchandises dans les pays voisins, que nous allons librement là-bas nous payer beaucoup d'argent en termes de visas, mais les avantages sont très minimes comparés aux inconvénients. Et ça, si on prend la technique de Tunku Abdourahmane, vous verrez que nous sommes vraiment dans la mauvaise posture. Et je vous remercie beaucoup vraiment pour votre intérêt à cela. Je salue à part ça tous vos auditeurs. Et je vous encourage vraiment pour cette innovation, pour votre chaîne. J'invite beaucoup plus de personnes à la liker, à la visualiser et à être vraiment une grande communauté de votre chaîne
pour permettre à ce que les idées circulent et qu'on échange davantage, construise notre pays ensemble et aussi notre continent, parce que nous parlons de l'indépendance de l'Afrique. C'est pourquoi nous insistons sur l'indépendance du Congo en tant que cerveau de l'Afrique, sur le plan géographique, sur le plan économique, sur le plan démographique et sur le plan des ressources. Ça, c'est très, très important. Nous parlons cela dans l'intérêt de l'Afrique. Ce n'est pas pour qu'on refuse d'y aller. Nous voulons nous préparer davantage pour l'intérêt de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.